Il s'agit d'inciter les pays à s'engager davantage dans le processus de développement industriel. Cette 21e édition met l'accent sur la lutte contre la pauvreté. Les villes de Caille et de Paris, désormais reliées par un vol direct avec une escale à Bamako, le premier vol de la compagnie Aigle Azur est arrivé hier soir à Caille avec à bord 2 membres du gouvernement et nos compatriotes vivant en France. 30 ans de recherche pour l'Institut national de recherche en santé publique. Les festivités ont été lancées ce matin pour 3 jours avec des expositions de produits de recherche. Merci de suivre l'ORTM. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations. Le président de la République vient de regagner Bamako en provenance de Niamey où il a pris part à la table ronde des bailleurs de fonds du Liptako Gourma. L'objectif de cette rencontre était de mobiliser des fonds nécessaires aux réalisations que l'autorité entend mettre en place pour œuvrer à la promotion de la zone commune. Nous y reviendrons tout à l'heure avec notre envoyé spécial Amadou Sankari. Célébration aujourd'hui de la journée africaine de l'industrialisation, l'organisation patronale des industries du Mali, en collaboration avec le gouvernement et le programme des Nations Unies pour le développement, a organisé une cérémonie pour marquer cet événement. Le point, c'est avec Oumar Kouressi. La question énergétique en Afrique s'impose avec acuité. À peine 20% de la population du continent dispose en milieu urbain de l'électricité. En zone rurale, cette proportion atteint difficilement les 2% dans certains pays. La faiblesse des infrastructures énergétiques, le mauvais état des réseaux de transport, l'insuffisance d'investissement et les aléas climatiques expliquent pour beaucoup cette situation. Une incongruité dans un continent prédisposé à avoir une offre énergétique abondante. Il apparaît ainsi qu'il n'y a pas de développement économique sans développement industriel et pas de développement industriel sans développement énergétique. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Mali, conformément aux objectifs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO et de l'Union africaine, a entrepris l'interconnexion de son réseau électrique avec ceux des pays voisins. Au Mali, en dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics, le secteur industriel est encore à la traîne par rapport à certains pays de la sous-région. Seulement 100 unités industrielles dans notre pays, contre 3000 au Sénégal et 6000 en Côte d'Ivoire. La contribution du secteur industriel dans le PIB est en plein déclin, 7,8% en 2002 contre 4,6% en 2008. Des mesures urgentes sont proposées par les industriels. Si elles sont appliquées par les pouvoirs publics, un bond considérable pourrait être fait dans le domaine du développement économique au Mali. Il s'agit par exemple de la baisse de la TVA de 5%, la suppression de l'acompte sur divers impôts et taxes, la mise en place d'un fonds de garantie pour les industriels et la suppression de la taxe sur les activités financières. L'industrie crée des emplois, accroît des revenus, crée de la valeur ajoutée aux autres produits, l'agriculture, l'élevage, favorise le progrès économique, ouvre les perspectives économiques aux femmes, aux jeunes, aux handicapés et produit des recettes sûres qui permettent au gouvernement de réduire et d'éliminer la pauvreté. La visite de stand par le Premier ministre et les participants a mis en évidence le génie créateur des industriels maliens qui, malgré les moyens limités, font des merveilles. Une lueur d'espoir qui pousse à l'optimisme quant à l'avenir de l'industrie malienne. Je vois des entreprises maliennes qui se battent, qui se fraient un chemin dans ce secteur très difficile. Nous avons eu une gamme de problèmes que rencontrent les industriels d'une manière générale et les industriels maliens en particulier. Et si on voit que malgré ces difficultés, il y en a qui arrivent quand même à continuer leur petit bout de chemin, je crois que nous devons les encourager et les féliciter. Le pays a apprécié les efforts consentis par le gouvernement, mais elle met sur la table une priorité parmi les priorités, l'acquisition d'une zone industrielle digne de son nom. Car, reconnaît-elle, la compétitivité commence par la mise à disposition des investisseurs de terrains industriels viabilisés. Je vous le disais tantôt, le président de la République vient de regagner Bamako en provenance de Niamey où il a pris part à la table ronde de bailleurs de fonds du Liptako Gourma. L'objectif de cette rencontre était de mobiliser des fonds nécessaires aux réalisations que l'autorité entend mettre en place pour œuvrer à la promotion de la zone commune. Aujourd'hui, 40 ans après sa création, l'autorité du Liptako Gourma a su résister au choc des mutations intervenues au fil des ans. Elle a pu mobiliser 242 milliards de francs CFA pour 84 opérations sur le terrain.
Et ce communiqué vient de nous parvenir. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale l'enlèvement de 2 citoyens français ce jour 24 novembre 2011 aux environs de 1h à Ombori par des bandits armés. Des poursuites ont été engagées par les forces de défense et de sécurité. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec fermeté cet acte crapuleux et exprime sa solidarité aux familles et aux autorités françaises. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile informe les populations que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, par ailleurs, informe les populations, invite les populations à collaborer avec les forces armées de sécurité dans leur mission de recherche. Lancement cet après-midi de la lettre d'information de la primature, un bulletin mensuel d'information sur les activités de la primature. La cérémonie présidée par le Premier ministre a réuni plusieurs membres du gouvernement. C'était dans les locaux de la primature. Saba Sissoko est allé voir. La lettre de la primature, c'est cette revue mensuelle d'information d'une vingtaine de pages qui retrace les activités phares de la primature. Le numéro 00 du mois de novembre 2011 qui vient d'être présenté au gouvernement et à l'ensemble du public traite des sujets relevant des domaines de la gouvernance, de l'éducation, de la vie politique du Mali avec en toile de fond la mise en place et les activités de la CENI, des élections générales de 2012 et bien d'autres. L'initiative de cette revue répond ainsi à une des préoccupations du chef de l'État. On se rappelle que le président Amadou Toumani Touré avait recommandé au Premier ministre et à son gouvernement de faire de la communication une de ses priorités. Ceci pour mieux informer les populations sur les grandes préoccupations nationales. La lettre de la primature se veut donc un organe d'information au service de la communication gouvernementale en vue de donner une visibilité et une lisibilité aux actes posés quotidiennement par l'exécutif national pour traduire en action concrète la lettre de mission que le chef de l'État a bien voulu nous confier. D'autres activités de communication non moins importantes seront bientôt réalisées par la cellule de communication de la primature. Il s'agit entre autres des magazines télévisuels mensuels de 15 minutes sur l'ORTM consacrés aux activités du Premier ministre et du gouvernement. L'équipe de rédaction est composée de la cellule communication de la primature. Elle s'étendra, nous a-t-on dit, aux autres départements ministériels. Élection 2012, le comité de pilotage des élections s'est réuni ce matin au ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales. Cela pour échanger sur le type de bulletin qui sera choisi pour les élections d'avril 2012. Pour ce faire, le comité va examiner 2 schémas pour en choisir un. Ce dernier sera mis en œuvre pour les élections. Donc, nous écoutons le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales qui a présidé les travaux de cette réunion. Il est au micro de Daouda Sidiki Diarra. Notre réunion va consister surtout à écouter les rapports des uns et des autres, toutes les missions qui sont organisées sur le terrain. Deuxièmement, il y aura un point qui va consister à échanger rapidement sur les types de bulletins que nous allons choisir pour les élections de 2012 et le troisième point va nous amener à examiner 2 schémas et opter pour un schéma qui sera mis en œuvre pour les bulletins pour les élections couplées. L'autre jour, je disais que c'est la première fois que nous organisons à grande échelle des élections avec des scrutins couplés, et il y a lieu que très tôt nous arrivons à déterminer un schéma afin que nos électeurs puissent être formés sur l'organisation d'abord du bureau de vote et deuxièmement comment les électeurs doivent circuler au niveau du bureau de vote pour les 2 votes qu'ils doivent faire
au niveau du bureau. Il y a 2 ou 3 schémas qui sont là. Nous allons faire le choix d'un schéma. Voilà donc les points les plus importants sur lesquels nous aurons à échanger. Et je pense que vous avez déjà fait l'examen du compte rendu du DPV. On va donc rapidement voir les tâches qui étaient inscrites à l'ordre du jour. On verra ce qui est exécuté et ce qui n'est pas exécuté avant de passer aux 3 points importants que j'ai eu à citer, notamment les comptes rendus des missions. Deuxièmement, les choix pour un bulletin qui sera adopté pour les élections 2012. Et troisièmement, les choix du schéma. Le processus de révision des listes électorales, la mise en œuvre du référendum constitutionnel au Mali, des questions au centre d'une conférence débat. C'est une initiative du réseau d'appui au processus électoral au Mali. Il s'agit pour les initiateurs d'accroître et de renforcer la confiance de l'ensemble de la classe politique sur les différents sujets. Le reportage de Alpha Maïga. Aujourd'hui, s'il y a un sujet qui domine l'actualité au Mali, c'est bien entendu l'élection présidentielle du 29 avril prochain, couplée avec le référendum. Une première après 20 ans de vie démocratique. La tenue de cette conférence publique sur le processus de révision des listes électorales, la mise en œuvre du référendum vient à point. Le réseau APM entend à travers la tenue de cette activité favoriser la participation massive et responsable des populations au processus de mise à jour du fichier électoral et de mise en œuvre du référendum constitutionnel. Nous entendons également accroître et renforcer la confiance des acteurs de la classe politique à la crédibilité des différents processus liés à la révision des listes électorales et au référendum constitutionnel. S'agissant de l'avant-projet de la Constitution, les experts vont entretenir le public sur ses composantes essentielles, à savoir les avancées et les insuffisances. Pour ce qui est de la révision des listes électorales, l'accent sera mis sur la situation des mesures d'accompagnement. Ceci afin que les résultats soient acceptés par tous et qu'au soir de la proclamation des résultats, le vaincu accepte sa défaite et félicite le vainqueur, ce qui est synonyme de culture démocratique et gage de la pérennité de notre démocratie. Prennent part aux travaux les partis politiques comme le MPR, l'URD, le PDS, le PIDS, le PARENA, le CENI de Faso Iroaton, l'ADEMA PSG, ce qui dénote la volonté du partenaire d'appuyer le renforcement du processus de démocratisation au Mali. Pour cela, chaque organe impliqué dans le processus électoral, les partis politiques et les organisations de la société civile doivent jouer pleinement leur rôle pour que tous les citoyens se sentent concernés par la chose électorale et que le taux de participation soit élevé à hauteur de souhait. La conférence publique est organisée par le réseau APM, une structure apolitique qui regroupe 50 associations et ONG. À la date d'aujourd'hui, cela fait plus d'une décennie que le réseau œuvre pour une participation massive des citoyens, voire des partis politiques, pour la tenue de chaque élection. Le projet de mise en réseau des services de l'administration au Mali peut être lancé maintenant. Les députés ont approuvé ce matin le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt pour le financement de la mise en réseau des services de l'administration malienne d'un montant de plus de 19 milliards de francs CFA. L'accord vise à assurer l'interconnexion des départements ministériels et services rattachés et à améliorer la qualité des prestations de notre administration. Les élus de la nation ont également adopté 2 autres projets de loi. Le compte rendu, c'est avec Bourama Traoré. C'est un exercice réussi pour le ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme. Plus rien ne s'oppose désormais à la ratification de l'accord de financement destinant et d'un accord de prêt. Tout est signé le 30 juin 2011 à Jeddah en Arabie Saoudite entre le gouvernement du Mali et la Banque islamique de développement BID. Les députés donnent leur quitus au projet de loi autorisant la ratification de ces 2 accords. Accords dont le coût s'élève à plus de 10 milliards de francs CFA, sont destinés au financement des infrastructures urbaines de base dans le cadre de la réalisation de 1492 logements sociaux à Bamako. Il s'agit de la conception d'un réseau d'eau potable pour assurer une alimentation correcte des équipements collectifs
l'électrification et l'installation des points d'éclairage au niveau de la zone du projet. Avant l'adoption de ces projets de loi, les élus de la nation ont voulu savoir sur la situation des logements sociaux attribués de façon précise, le niveau de retrait de ces logements aux mauvais payeurs. Sur la question, les éclairages du chef du département de tutelle. Aujourd'hui, la situation, nous avons à peu près 70 logements récupérés à partir de ces retraits. Mais les retraits ne sont pas encore finis. Nous sommes là-dessus. Donc quand nous allons faire avoir l'ensemble des logements retirés aux bénéficiaires, nous allons remettre la commission d'attribution des logements en place maintenant pour rapidement redistribuer ces logements au niveau de certaines de nos populations, de nos concitoyens qui attendent. Un autre projet de loi passé comme une lettre à la poste, c'est celui autorisant la ratification de l'accord de prêt pour le financement du projet de mise en réseau des services de l'administration au Mali. Cet accord conclu le 26 septembre 2011 entre le gouvernement du Mali et Export-Import Bank of Korea vise à poursuivre la modernisation de l'administration malienne afin d'améliorer la qualité des services offerts aux usagers. C'est un projet pertinent et reconnaissent les députés. Cependant, certains s'interrogent sur la sécurisation des futurs investissements. En réponse, le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies rassure les représentants du peuple. Il n'y a pas de sécurité à 100%. Mais nous partageons votre préoccupation. Je crois que ce n'est pas une bonne chose d'investir autant dans des infrastructures et les laisser vulnérables à toutes sortes d'actes de vandalisme ou autres. Après ces explications, les députés ont voté les 10 projets de loi avant d'y renvoyer pour une autre session plénière, celui portant réglementation du secteur postal pour complément d'information. Journée africaine de la statistique, les festivités ont été lancées ce matin au Centre international des conférences de Bamako, organisé par l'Association malienne de la statistique en collaboration avec l'Institut national de la statistique. Cette journée permet de rappeler aux populations l'importance de la statistique qui permet de contrôler les situations socio-économiques et politiques de tout développement. Cette année, la journée a pour thème principal préparer les comptes pour une amélioration de la situation actuelle en Afrique et pour un meilleur avenir. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'Économie et des Finances. Le compte rendu, c'est avec Mahamadou Doumbia. Instituée par l'Union africaine, la Journée africaine de la statistique permet de sensibiliser l'opinion publique à l'importance des statistiques dans le développement économique et social de l'Afrique. Croissance économique, exportation, produit intérieur brut, dette publique, production industrielle, crédit à la consommation, on en oublie, ont un élément commun, à savoir les statistiques qui servent à mesurer et à établir des comptes économiques nationaux. Dans son expression la plus simple, ce système est défini comme un ensemble d'énoncés de statistiques, de comptes qui fournissent chacun un portrait agrégé de l'activité économique du pays au cours d'une période donnée. Ces comptes offrent chacun une perspective différente de l'économie. Ils utilisent également un ensemble de communs de définitions, de concepts, de classifications. Il s'agit donc d'un système intégré, un support indispensable pour réaliser des analyses économiques cohérentes et crédibles, seul gage d'une bonne gouvernance du pays. Cette 21e journée africaine de la statistique, initiée par l'Association malienne de la statistique en collaboration avec l'Institut national, discutera sur 5 sous-thèmes essentiels. Il s'agit de l'élaboration du schéma directeur de la statistique pour la période 2013-2017, l'amélioration de la situation actuelle en Afrique pour un avenir meilleur, l'enquête modulaire permanente auprès des ménages, les résultats complets du recensement général de la population et de l'habitat et enfin la présentation de l'Association malienne de la statistique. Le schéma directeur de la statistique adopté en 2006, le premier schéma 100 ans, arrive à échéance en fin 2012. La célébration de la Journée africaine de la statistique 2011 m'offre l'heureuse occasion de procéder au lancement officiel des activités d'élaboration du deuxième schéma directeur de la statistique qui portera sur la période 2013-2017. Les travaux d'élaboration du schéma directeur de la statistique qui viennent d'être lancés sont intitulés « Deuxième génération pour un système statistique national crédible et plus performant ».
Du 29 novembre au 5 décembre prochain se tiendra ici à Bamako la 3e conférence africaine sur l'irrigation et le drainage sous le thème sécurité alimentaire et changement climatique. En prélude donc à cette conférence qui sera couplée au 3e salon africain sur l'irrigation et le drainage, les organisateurs ont rencontré hier leurs partenaires pour ces prochaines assises. Le reportage de Amadou Ouattara. L'irrigation est une assurance pour de nombreux agriculteurs, en particulier dans les pays pauvres. Aujourd'hui, il est important de savoir que le changement climatique emporte des effets sur l'irrigation. Le monde entier s'interroge sur la nature de ces effets et quelles sont les voies et moyens pouvant permettre à l'irrigation de prendre une place plus importante dans la sécurité alimentaire. Voilà autant de questions auxquelles la conférence de Bamako tentera de répondre. La conférence s'attend à des éminents professeurs, des éminents chercheurs, des éminents ingénieurs qui vont venir là, à Bamako, pour discuter des questions d'irrigation, pour proposer à l'ensemble de l'Afrique et du monde les meilleures solutions possibles, les meilleures voies possibles pour assurer une production agricole garantie, une sécurité alimentaire pour l'ensemble de l'Afrique. Cette 3e conférence est couplée au Salon africain de l'irrigation et du drainage qui est également à sa 3e édition. Elle se fixe plusieurs objectifs. Partager les différentes expériences et connaissances sur le changement climatique et faire des propositions sur comment vulgariser ces expériences d'un espace à un autre. Suggérer des stratégies pour améliorer la productivité de l'eau agricole et enfin donner des outils aux décideurs politiques sur comment l'irrigation pourrait plus efficacement contribuer à la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique. La 3e conférence régionale africaine des irrigations et du drainage intervient après celle du Caire en Égypte en 2005 et Johannesburg en Afrique du Sud en 2007. Dans le cadre de l'appui budgétaire, une délégation de l'Union européenne a entamé une tournée en Afrique. Conduite par le commissaire européen au développement, cette délégation s'est rendue hier à l'école Jean Richard, une école financée par l'Union européenne. La délégation a ensuite animé une conférence de presse, une conférence suivie par notre reporter Brima Kone. Après Lomé et Cotonou, le commissaire européen au développement Andris Piebalgs et sa délégation se sont rendus à Bamako où ils ont visité l'école Jean Richard qui a à son actif plus de 1100 élèves répartis entre 19 salles de classe. Ici, Andris Piebalgs a assisté à une leçon modèle sur le lavage des mains au savon et à la plantation de l'arbre de l'Union européenne, comme pour magnifier le partenariat entre l'école Jean Richard et l'Union européenne. Le partenariat existe entre Jean Richard et l'Union européenne depuis belle lurette. Donc, si on doit les recevoir aujourd'hui dans nos murs, on ne peut que s'en réjouir. C'est pourquoi on est tous là, et autorités de l'école, les parents d'élèves, les enseignants et les élèves eux-mêmes. Cette visite à l'école Jean Richard se situe, selon le commissaire européen au développement, dans le cadre de l'appui budgétaire pour l'accès à l'éducation. C'est l'éducation, la scolarisation qui est très importante. Et l'Union européenne est heureuse de soutenir le gouvernement de Mali avec l'appui budgétaire pour l'éducation. Avec ça, le niveau de scolarisation a augmenté 5 fois. Ça veut dire certainement quelle réussite était ici. Après la visite de l'école Jean Richard, place à une conférence de presse pour parler de la stratégie de développement adoptée par l'Union européenne. Une stratégie qui vise à aider certains pays de la sous-région à assurer une croissance économique. Et cette fois, mon engagement était tellement sur soutenir plus de plans de développement pour le nord du Mali avec encore 50 millions d'euros et aussi annoncer le soutien pour le secteur civil avec 12,5 millions d'euros. La lutte contre l'insécurité et la pauvreté, les stratégies de développement du secteur de l'agriculture ont été entre autres points sur lesquels les échanges ont porté. Il faut souligner que la presse était valablement représentée à cette conférence, tant sur le plan national qu'international.
Le président du Haut Conseil des collectivités, Oumarou Ag Mohamed Ibrahim, à la tête d'une forte délégation, vient d'effectuer une visite de travail au Sénat français. Oumarou Ag Mohamed Ibrahim était allé s'enquérir de l'organisation et du mode de fonctionnement d'un Sénat. Une visite suivie à Paris par Maganfin Konaté, son compte rendu. C'est dans ce haut lieu d'histoire bâti au XVIIe siècle par Napoléon Bonaparte qu'Oumarou Ag Ibrahim et sa délégation ont été reçus. Ici, contrairement à Tombouctou où un chef doit toujours avoir un turban, la solennité des lieux impose à tout visiteur de se décoiffer. Ici également, des illustres hôtes comme Oumarou Ag Ibrahim sont reçus en standing ovation. Cette visite revêt une importance particulière puisque le Mali soumettra à référendum en avril prochain un projet de révision constitutionnelle tendant notamment à transformer le Haut Conseil en Sénat de plein exercice. Nous formons tous le vœu que cette visite lui soit profitable et nous souhaitons à tous ses membres la bienvenue au Sénat. Au cours des échanges avec les sénateurs et les présidents des différentes commissions, les représentants des collectivités du Mali se sont imprégnés du mode d'organisation et de fonctionnement du Sénat. Nul doute que la future érection du Haut Conseil des collectivités en deuxième chambre du Parlement permettra aux représentants locaux de jouer pleinement leur rôle dans la prise en compte des préoccupations des populations maliennes. Les villes de Paris et de Caille qui sont désormais reliées par un vol direct de la compagnie Aigle Azur avec une escale à Bamako. Le vol inaugural a eu lieu hier soir. Un Airbus A320 de la compagnie aérienne s'est posé sur le tarmac de l'aéroport d'Agdag avec à bord nos compatriotes vivant en France et 2 membres du gouvernement. Pour un début, il sera organisé un vol hebdomadaire tous les mercredis. Chaka Konati. Vol direct Paris-Caille avec escale à Bamako, cela est désormais une réalité. En effet, la compagnie Aigle Azur a décidé d'ouvrir une ligne directe entre la capitale française et la cité des rails. L'appareil Airbus A320 a atterri ce mercredi soir à 20h38 à l'aéroport international d'Agdag-de-Caille à la satisfaction des passagers de ce vol inaugural. Franchement, on est satisfait parce qu'à 13h40 minutes, on a décollé à Paris. On est à Caille tout de suite là, ça fait 20h heure locale. On est très content. Une journée de voyage, ça nous fait beaucoup plaisir, quoi. Créée en 1946, la compagnie Aigle Azur, qui dessert la ligne Paris-Bamako depuis 2007, ajoute ainsi une nouvelle corde à son arc avec la desserte de la première région. Aigle Azur opère sur Bamako depuis bientôt 4 ans maintenant. Et avant même d'avoir opéré notre premier vol sur Bamako, tous les clients à Paris nous demandaient quand est-ce que vous ouvrez Caille. Donc nous, on s'était engagé à ouvrir la ligne Caille dès que l'aéroport serait opérationnel. C'est chose faite, je me suis engagé. Aigle Azur est aujourd'hui la première compagnie aérienne internationale à desservir Caille. La compagnie va organiser un vol hebdomadaire tous les mercredis jusqu'au 21 janvier 2012, date à laquelle elle passera à 2 vols par semaine, les mercredis et samedis. Elle répond ainsi à un souci du gouvernement, celui de désenclaver la région de Caille. C'est en tout cas l'avis des 2 membres du gouvernement qui ont participé à ce vol inaugural. C'est ce que voulait le président Amadou Touré, doter Caille d'une infrastructure moderne de standard international pour permettre qu'un avion décolle de tous les points du globe et venir directement à Caille. Et donc, je suis très fier d'avoir pu participer à ce vol inaugural de Aigle Azur. Une des préoccupations les plus importantes, je peux dire, aujourd'hui vient d'être réalisée, c'est un désenclavement total, aérien, fluvial, terrestre et ferroviaire. Je pense que rares sont les villes qui peuvent le dire. Au cours d'une conférence de presse, les ministres Semiga et Nyang ont remercié la compagnie Azur Aigle pour la confiance placée au Mali. Aussi ont-ils souhaité que la région de Caille et nos compatriotes résidant en France en tirent le maximum de profit. Le ciel malien qui s'enrichit avec une nouvelle compagnie, une compagnie portugaise qui desservira à partir de décembre la ville de Bamako 3 fois par semaine. Ainsi, les Maliens de France pourront se rendre à Bamako via Lisbonne. Le lancement officiel de la liaison Paris-Bamako via Lisbonne a eu lieu à Montreuil en France sous la présidence du ministre de l'Artisanat et du Tourisme Mohamed El Mokhtar en compagnie de l'ambassadeur du Mali au Portugal avec résidence à Paris,
Boubacar Sidiki Touré. 800 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un important lot de matériel informatique et des exemplaires du document Code vert de droit OHADA offert aux différentes juridictions du Mali par le département de la justice. Ce don est destiné à mieux outiller les bénéficiaires pour qu'ils soient performants sur le terrain. L'objectif principal est de parvenir à la modernisation de la justice malienne. Thiemoko Konaté est allé voir. 136 ordinateurs et 720 exemplaires du document Code vert de droit OHADA, c'est la composition de ces dons gracieusement offerts par le ministère de la Justice aux différentes juridictions du pays. D'un coût de 800 millions de francs CFA, les dons se situent dans le cadre de la modernisation de la justice malienne. Une ambition que nourrissent les responsables depuis fort longtemps. Monsieur le ministre de la Justice, cette cérémonie, elle est expressive de votre volonté maintes fois manifestée de doter l'appareil judiciaire d'instruments efficaces aptes à améliorer son fonctionnement. Soyez-en remerciés. L'histoire retiendra que c'est ce jour que la justice malienne a reçu le plus important lot de matériel dans le cadre du renforcement des capacités de production de la République ainsi que des services centraux. Le don a été possible grâce à l'accompagnement de la Cour UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine. Une cour installée à Ouagadougou au Burkina Faso en 1995 dans la logique du renforcement de la coopération sous-régionale. La Cour de justice de l'UEMOA constitue avec la Cour des comptes les deux organes de contrôle juridictionnel. Il serait facile ici de donner les raisons pour lesquelles les États signataires du traité de l'UEMOA ont décidé de la création d'une Cour de justice. L'usage de ces matériels permettra certainement l'édification d'une justice communautaire forte et efficace. Dans quelques semaines, le gouvernement sera face aux citoyens dans un esprit de culture démocratique. Plus précisément, le 10 décembre prochain, les ministres vont rendre compte aux populations par rapport aux problèmes qui leur seront soumis. Mais avant la 16e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID, il est indispensable d'évaluer la 15e édition. Une session d'évaluation suivie par notre reporter Mamadou Bagayoko. La 16e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID se prépare activement. Cela se fait avec un rappel des interpellations de la précédente édition. Lors de la 15e édition de l'EID, la Commission nationale a enregistré 88 interpellations, dont l'examen par la Commission nationale des interpellations a donné les résultats ci-après. Interpellation à lire, 18. Interpellation classée pour suite à donner, 30. Interpellation rejetée, 39. Dossier retiré, 1. Le jury d'honneur a classé les interpellations et recommandations faites par la commission de suivi au nombre de 20. Il s'agit à présent d'évaluer leur exécution. L'évaluation par le jury d'honneur de l'exécution des recommandations et des interpellations n'est retenue avant la tenue de la prochaine édition, comme le veut le règlement intérieur et l'exercice auquel vous êtes conviés ce matin. Il démontre la volonté du gouvernement de se soumettre à l'ensemble du processus dont la finalité est la recherche d'une bonne gouvernance démocratique, la promotion et la protection des droits de l'homme. L'espace d'interpellation démocratique EID se tient chaque année le 10 décembre. Il vise à impulser la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens. Avocats luxembourgeois et maliens échangent leurs expériences. L'ordre des avocats du barreau du Mali a reçu ce matin à Bamako, ici celui de Luxembourg. Il s'agit pour les deux barreaux d'échanger sur les voies et moyens afin d'améliorer les services rendus aux usagers des droits luxembourgeois et maliens. Cela passe par une meilleure appropriation par les uns et les autres des systèmes juridiques et judiciaires des deux pays. Le reportage de Sorona Kamisoko. L'éthique et la déontologie doivent être les maîtres mots d'un avocat dans l'exercice de sa profession. C'est fort de cette conviction que l'Ordre des avocats du Mali a initié cette journée d'échange. Elle fait suite à une convention signée entre l'Ordre des avocats de Luxembourg et celui du Mali, en vue de développer des relations confraternelles et d'amitié entre les deux parties. Le but de ces échanges, c'est de voir comment les avocats s'occupent
de leur déontologie, comment ils la respectent, comment cette déontologie est mise en œuvre, les principes. Et pour nous, avocats luxembourgeois, c'est intéressant de voir comment ces problèmes sont traités. Nos rencontres d'échange et de réflexion sont devenues une tradition renforçant nos rapports de coopération à travers divers domaines tels que la formation, l'échange des stagiaires, les échanges de vues et d'informations, de renforcer, dis-je, leurs institutions ordinales respectives afin que l'avocat soit à même d'accomplir dignement et pleinement sa mission. Durant 2 jours, Maliens et Luxembourgeois vont échanger sur des thèmes comme la société coopérative, l'avocat et la politique, le conflit d'intérêts, autant de sujets qui permettront aux 2 barreaux de renforcer davantage leurs connaissances. La fixation des honoraires, l'assistance judiciaire contribueront, j'en suis sûr, à renforcer davantage les connaissances des avocats maliens afin de leur permettre d'être mieux outillés dans le seul but de rendre à leurs clients un service de qualité. La rencontre de Bamako devra aboutir à des propositions pertinentes dans le sens de la pérennisation de cette coopération. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Djigiba Keïta, vient de présenter aux États-Unis l'expérience malienne en matière d'entrepreneuriat jeune. Le sommet a enregistré la participation des chefs de grandes entreprises, de partenaires financiers, d'universitaires et de jeunes entrepreneurs. Direction Koulikoro à présent pour parler du suivi de la campagne pastorale. Daouda Sidiki Diarra est allé voir. Il nous donne les précisions. Zone d'élevage par excellence, la bande sahélienne est aujourd'hui affectée par la sécheresse, ce qui a provoqué un déficit en pâturage et l'assèchement précoce des points d'eau. La soif de la terre, c'est la faim des animaux et des hommes. Cette visite a valeur d'alerte. Heureusement, ce n'est pas l'alarme. Cette année, la situation des pâturages dans le cercle Nara est une situation particulière parce qu'il y a eu une installation tardive des pluies et ça a eu un impact sur la production des pâturages. Cette année, on a 600 kg de pâturage de matière sèche à l'hectare, pendant qu'en année normale, où il pleut 400 mm, on a 1 tonne 300 kg à l'hectare. Les pâturages sont déjà finis avec les animaux. Donc on risque d'être en face d'une pénurie alimentaire cette année par rapport aux animaux si des dispositions ne sont pas prises. J'avoue sincèrement que la situation risque justement de se dégrader au fur et à mesure qu'on rentre dans la période de soudure. Parce que comme vous l'avez constaté déjà, il n'y a pas de pâturage, il n'y en a pas assez. Et que au fur et à mesure que justement les animaux passent sur ces pâturages, il y a ce qu'on appelle une diminution de la biomasse herbacée et dans l'avenir on risque justement d'être en face justement d'une pénurie très grave justement en matière de nourriture des animaux. Si on se tient justement à l'état actuel, on va dire que sur le plan élevage, puisqu'on voit justement les animaux, ils ont un peu de l'un bon point, mais au bout de 2-3 mois, alors ce sont ces mêmes animaux qui risquent de se présenter sous un état physiologique très très dégradé et c'est ce qui amène justement des pertes énormes. À défaut de pâturage, la plupart des transhumants ne sont pas allés en Mauritanie. Conséquence, le surpâturage au niveau de certains terroirs de transit. Pour préserver les pâturages, il y a lieu de lutter contre les feux de brousse. Cela en sensibilisant les populations. Il faut également appuyer les agro-éleveurs en ce qui concerne leur approvisionnement en aliments bétail et creuser des puits. Des mesures ont été prises pour minimiser les effets de la sécheresse au cours des différentes réunions que les membres de la Commission développement rural de l'Assemblée nationale ont eu avec les populations. Il s'agit de reconstituer les banques de céréales, d'éviter le bradage et l'expédition des stocks de céréales vers l'extérieur, multiplier les activités génératrices de revenus. En 5e région, la campagne agricole 2011-2012 est jugée déficitaire dans l'ensemble. C'est ce qui ressort de la mission de la Commission développement rural et environnement de l'Assemblée qui vient d'effectuer une visite de terrain à Bankas et à Douanza. Là-dessus, le point, c'est avec Yaya Bokoum. Mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois. C'est fort de cet adage que les parlementaires, à travers la Commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale, ont sillonné les zones inondées et exondées de la 5e région. Objectif, s'enquérir des réalités de la campagne agricole 2011-2012. De la zone officierie Mopti,
Sine et Sofara, jusque dans le Mbambalari, Douanza, en passant par le Seno-Mango et le Sirou, Bankas et Baye, la situation de la campagne agricole 2011-2012 est compromise en 5e région. Le constat qui se dégage, c'est que la campagne n'a pas été du tout positive dans la région de Mopti. Nous pouvons dire qu'en ce qui concerne la riziculture dans le cercle de Mopti, c'est seulement la maîtrise totale qui va produire. À Bankas, la production a été moyenne, mais il s'est trouvé qu'il y a des poches vraiment de sécheresse où les paysans n'ont pratiquement pas récolté. Ce qui est surtout notable à Bankas, c'est qu'il y a une rivière qu'on appelle le Sourou, où on fait de la riziculture. La crue du Sourou aussi n'a pas été bonne. À Douanza, là aussi, la production, c'est-à-dire la production n'est pas tellement bonne. Face à la situation, des mesures d'accompagnement doivent être prises. Il faut voir quels moyens, quel système mettre en place pour pouvoir alléger le fardeau de ces paysans. Il faut que l'État trouve un moyen pour leur apporter des semences pour la campagne 2012-2013. Il faut urgemment apaiser les ventes. Donc l'aide alimentaire est prioritaire. Les parlementaires qui étaient à l'écoute des acteurs du monde rural se feront le devoir de faire remonter les doléances aux autorités compétentes. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali informe les opérateurs économiques du Mali de la tenue de la 2e édition du Forum Africalia du 23 au 24 février 2012 à Ouagadougou au Burkina Faso. La date limite des inscriptions est fixée au 22 décembre 2011. Ouverture ce matin au Centre international des conférences de Bamako de l'atelier national de validation du plan de convergence sous-régional pour la gestion et l'utilisation durable des écosystèmes forestiers en Afrique de l'Ouest. Au terme des travaux de 2 jours, les participants vont adopter le rapport du Mali. Agali Agagissa nous explique. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des préparatifs du plan de convergence pour la gestion et l'utilisation durable des écosystèmes forestiers en Afrique de l'Ouest. Il s'agit pour les participants de porter les dernières touches au rapport du Mali. Cet atelier de validation du rapport national du Mali marque une étape décisive dans le processus d'institution tant souhaité par les autorités de nos États du dialogue forestier dans notre sous-région. Une fois adopté, le document va sans doute contribuer à la préservation de l'environnement, comme l'atteste le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Ce plan sera le document majeur du cadre d'intervention du dialogue forestier qui ambitionne, entre autres, de faciliter la prise en charge par les acteurs locaux, collectivités, organisations d'exploitants, services techniques et prestataires, des responsabilités qui leur incombent dans le cadre de la gestion décentralisée des ressources forestières et fauniques, de promouvoir l'établissement et le maintien d'un réseau d'aires protégées partagées, de réduire les conflits liés à l'exploitation des ressources pastorales. Le chargé des programmes de la FAO, Manda Sadio Keita, a réitéré le soutien de sa structure pour renforcer les efforts des États de la sous-région dans le domaine de la protection de l'environnement. Les festivités commémoratives des 30 ans de l'Institut national de recherche en santé publique et INRSP ont été lancées ce matin dans la cour de l'établissement. Les 3 jours de fête seront marqués par des séances d'exposés et d'exposition des produits de recherche ainsi que l'inauguration du bâtiment administratif. La cérémonie était présidée par le ministre de la Santé et qui a enregistré aussi la présence de plusieurs chercheurs. Agali Agissa. 3 journées pour commémorer les 30 ans de l'Institut national de recherche en santé publique, INRSP. L'Institut, créé en 1981 et doté d'une autonomie financière, a une riche expérience en matière de recherche. Durant 3 décennies, l'INRSP a inscrit ses activités dans le cadre des priorités nationales, en partenariat avec d'autres structures de recherche au niveau national et international. Ainsi, il a contribué à impulser, à coordonner la recherche pour la santé au sein du département au niveau fondamental et opérationnel. Il a capitalisé des acquis dans divers domaines tels que les infrastructures, les ressources humaines, le financement. Au plan des ressources humaines, les chercheurs hiérarchisés sont aujourd'hui au nombre de 41 sur un effectif
total de personnel de 244. Les infrastructures sont en cours de rénovation ou de construction. Le département de médecine traditionnelle a été construit en 2002 à hauteur de 500 millions de francs CFA sur fonds PPTE. Un bloc administratif totalement financé à hauteur du même montant sur le budget spécial d'investissement sera inauguré à l'occasion des journées commémoratives de ces 30 ans de recherche à l'Institut. Au plan du financement de la recherche, le budget de l'INRSP a dépassé 2 milliards de francs CFA depuis 2002. La visite des stands d'exposition des résultats de recherche a mis fin à cette cérémonie d'ouverture des journées qui sont l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur les 30 ans de l'INRSP. Les travaux de la 8e édition du festival Ondes de Liberté se poursuivent au CICB. Au cœur de l'événement se trouve la radio Mosaïque. Elle produit et diffuse des émissions sur place. La programmation est essentiellement relative au thème du festival, à savoir la radio et processus électoral en Afrique. Ibrahima Traoré. 8e édition du festival Ondes de Liberté, c'est une radio FM spécialement ouverte qui émet sur la ville de Bamako et ses environs. Appelée Radio Mosaïque et connectée à la chaîne 2 de l'ORTM, elle relaie régulièrement les informations sur le festival Ondes de Liberté. Radio Mosaïque est un concept très simple, comme son nom l'indique, une diversité de radios, petites radios, grandes radios, si tant est qu'il y ait des petites radios. Radio de tous les formats et de tous les pays, justement, pour apporter cette diversité, ce pluralisme à la radio. Le programme de la radio prend donc en compte une série d'émissions relatives aux thèmes abordés tout au long de l'événement. Il se passe aussi des animations musicales aux couleurs des pays participants au festival. C'est donc une radio colorée. Donc il y a des infos, il y a de l'animation, il y a des débats. Nous avons aussi chaque jour un invité de jour. Donc les débats c'est d'abord sur le thème principal de cette année, qui est donc radio et processus électoral en Afrique. Nous avons aussi des colloques. Donc nous avons donc ces thèmes-là que nous débattons avec nos différents invités qui viennent pour le débat. Alors la musique, c'est donc les musiques des pays invités, et sans parler de la musique du Mali. Et voilà, un peu tout. Pour mener à bien tout ceci, l'Office de radio-télévision du Mali a déployé également une grosse équipe technique sur le terrain. Le directeur général de l'ORTM, Bali Idrissa Sissoko, est venu personnellement s'enquérir du bon déroulement des travaux sur place. La radio Mosaïque sur Bamako et environ, c'est sur les 95.2 FM. Et nous vous reprenons ce communiqué. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale l'enlèvement de 2 citoyens français ce jour 24 novembre 2011 aux environs de 1h du matin à Ombori par des bandits armés. Des poursuites ont été engagées par les forces de défense et de sécurité. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec fermeté cet acte crapuleux et exprime sa solidarité aux familles et aux autorités françaises. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile informe les populations que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile invite par ailleurs les populations à collaborer avec les forces armées de sécurité dans leur mission de recherche. À suivre ce soir après ce journal, le premier numéro du journal spécial consacré au festival Ondes de Liberté avec Nyanya Alou Traoré. Demain à 10h et 13h, retrouvez Ndei Sissoko. Et pour les éditions du soir, Ibrahima Djomile sera là. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Bonsoir.